Déjà, je souhaitais la bienvenue à tout le monde. Ça suscite pas mal d'intérêt apparemment, d'après ce que je vois. Comment va se dérouler? C'est-à-dire que vous avez une conférence typique sur la criminologie en général. Autant vous dire tout de suite, en une soirée, on ne peut pas aborder tous les thèmes. C'est absolument impossible. Par contre, et c'est ça qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que cette soirée est la vôtre. C'est-à-dire c'est vous qui allez en faire les thèmes. Si jamais il y a une affaire, en particulier criminelle célèbre ou moins célèbre, un fait de société, une façon de faire, automatiquement, n'hésitez pas à intervenir en disant « je voudrais avoir des précisions sur telle ou telle affaire ou tel sujet ». Et là, nous pouvons en débattre. C'est ça qui est intéressant dans ce type de soirée. C'est simplement recueillir les avis des gens. Surtout, n'oubliez pas, je vais naturellement commencer la conférence, mais n'hésitez jamais à m'interrompre. C'est-à-dire, il y a une précision que vous voulez, vous levez la main, il n'y a aucun problème. Alors, peut-être une petite anecdote, justement, en passant, je vous ai dit, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Est-ce qu'une personne sait dans l'assistance de où vient cette expression? Ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Joseph Ignace Guillotin, qui a été celui qui a découvert la guillotine, qui ne l'a pas inventée. Qu'on s'entende bien. Il l'a découvert. C'est une invention allemande, la guillotine. Désolé. Et bien simplement, il avait eu l'idée de recueillir les têtes dans les paniers. Tout homme et femme devaient avoir le même châtiment. Donc on mettait les têtes tous dans le même panier. Tout simplement. Vous voyez, et pas chercher très loin. Alors, criminologie, un mot qui fait peur. Une passion souvent décriée par les profanes comme morbide. Et pourtant, depuis l'exécution de Eugène Weidmann, l'État avait décidé de supprimer les exécutions publiques. Elles suscitaient un tel intérêt que souvent les forces de l'ordre avaient des difficultés à contenir la foule, présents tôt le matin pour assister au spectacle. Et oui, à l'époque, c'était un spectacle d'assister à une exécution. Comme maintenant on va au cinéma ou au théâtre, on se rendait aux exécutions tôt le matin. Outre l'aspect sordide du meurtre, sous toutes ses formes, il faut se concentrer surtout sur ce qu'on appelle le mode opératoire. Car c'est cette analyse qui va permettre aux enquêteurs de trouver le responsable et aussi aux profileurs de comprendre leur motivation. Je vais donc m'efforcer de vous faire découvrir les différents aspects du crime. Je caresse un rêve depuis plusieurs années, un monde sans criminels et sans victimes. Ne plus avoir de famille brisée par la perte d'un proche, d'un enfant ou d'une compagne. Naturellement, cette science est si vaste qu'il est difficile de comprendre tous ces aspects. Les aspirations des criminels sont si nombreuses qu'il n'existe pas un mobile, mais plusieurs. Comme il n'existe pas un cas particulier, mais une multitude de circonstances qui ont amené le criminel, nous avons commis. Tous étaient poussés par une force irrésistible, d'autres par le profit ou par l'assouvissement de fantasmes inexpliqués. L'ancien article 64 du Code pénal précisait « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou qu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. » Ce qui rendait une personne, on peut dire folle, quoique certains médecins jugeront que fou est un terme un peu inexact. Une question subsiste alors. Toute personne qui commet un crime et ne tombe pas sous le coup de cet article est donc normale. On en déduit donc que dans les prisons actuelles sont détenus certains pensionnaires qui ont réalisé des méfaits jugés répréhensibles, mais normaux. Si le crime est anormal, les personnes qui ont été jugées responsables de leurs actes sont normales. Donc leurs actes sont normaux, tout simplement. Les cas de conscience, par exemple, mettez-vous un petit peu à la place, en son temps, du président de la République, lorsqu'il devait accorder sa grâce. Dans la Constitution française, il était prévu que le président recevait l'avocat de la défense, le représentant du ministère public, donc l'État, pour qu'ils essayent de convaincre, chacun leur tour, soit de laisser en vie la personne, donc d'accorder la grâce,
ou soit de laisser la justice faire son travail à la place de ces gens-là, toute opinion politique confondue. Que faire? On peut critiquer aisément ceux qui l'ont pris, mais est-ce qu'on peut la comprendre? Alors je vais vous donner lecture de l'article 304 du Code de procédure pénale, plus connu sous le nom de le serment du juré. Il va vous éclairer un petit peu sur justement le thème de réflexion de ce soir, le thème de réflexion que nous avons eu sur le président quand il doit prendre sa décision. Voilà le texte. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration, de n'écouter ni haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. C'est une charge importante, juré. Et croyez-moi, j'en connais quelques-uns qui, quand ils ont été tirés au sort, n'étaient pas rassurés du tout. Un accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît une affaire importante où il n'y a pas eu de coupable, du moins juridiquement? La personne a été arrêtée. Il n'y a jamais eu de coupable. Si je vous dis par exemple un petit indice, 28 victimes. Deuxième indice, des personnes âgées. Bon, je vais vous le dire. Thierry Paulin. Il est mort du sida en prison avant son procès. Donc il n'a jamais été jugé. Ce qui veut dire pour la famille des victimes qu'ils n'ont jamais été indemnisés et que les crimes de leurs parents n'ont jamais été punis. C'est dur quand même. Il y a un philosophe qui disait la justice ne peut pas être juste parce qu'elle a été faite par des hommes et rendue par des hommes. Je vous recommande au passage quelque chose qui est assez intéressant, que j'ai connu aussi grâce à Facebook. Je trouve qu'il y a des étudiants en droit qui font un travail formidable. Ils ont un site qui s'appelle Le Petit Juriste. Alors toutes les semaines, vous allez sur Facebook ou sur le site internet lepetitjuriste.fr et une fois tous les 2 mois, ils font une sorte de petite revue qui est destinée d'abord aux étudiants. C'est des points de mire sur l'actualité telle qu'elle est, mais elle est disponible aussi pour le public. Les gens peuvent télécharger gratuitement les numéros et les lire. Vous avez des sujets mais très variés. Par exemple, il y en a un qui est sorti l'année dernière qui s'appelait l'organisation de la justice en France. Alors quelqu'un qui ne sait pas la différence entre une cour d'assises, une cour d'appel, un tribunal correctionnel, un tribunal d'instance, de grande instance, là, en 3 pages seulement, il a un condensé. C'est intéressant. Je vous le recommande. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, vous verrez. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai découvert ma passion. J'ai découvert ma passion avec la célèbre affaire du pullover rouge. Christian Ranucci, 22 ans, a été guillotiné le 28 juillet 1976 à 4h13 du matin. Il me semblait inconcevable qu'un homme puisse être exécuté s'il y avait ne serait-ce qu'un infime doute sur sa culpabilité. La justice en a décidé autrement. Loin de moi l'idée de la blâmer. Je voudrais juste comprendre. J'avais 6 ans à l'époque des faits. Ce n'est donc que plus tard que j'ai découvert l'affaire avec le livre de Gilles Perrault et le film de Michel Drache. Récemment, un nouvel ouvrage est sorti en librairie qui avance une autre hypothèse. Celle que Gilles Perrault aurait fabriqué de toutes pièces cette affaire du pullover rouge, uniquement à des fins commerciales et aussi journalistiques.
J'ai acquis ce livre et bientôt je vais en entamer la lecture, dès que j'aurai un moment, pour en connaître une autre version avancée. C'est ça aussi la recherche de la criminologie. Ne pas rester figé sur une idée. Là, le monsieur qui a écrit ce livre-là, c'est un des enquêteurs de l'époque. Il a attendu longtemps avant de l'écrire son livre. Ce qu'il a décidé, il a eu la gentillesse d'en envoyer un exemplaire, et en plus de me le dédicacer, ce qui est gentil de sa part, ce qui l'a motivé, c'est simplement le ras-le-bol. Où là, il présente Christian Ranucci comme réellement coupable. À la lecture des mémoires d'André Obrecht, le carnet noir du bourreau, j'ai abordé la peine capitale sous un autre angle. Cet homme que l'on peut considérer comme le dernier exécuteur des hautes œuvres a procédé à 322 exécutions. Son successeur, Marcel Chevalier, une seule, avant son abolition. Dans cet ouvrage de Jonker, on découvre la vie d'un homme ordinaire, qui ne raconte ses exécutions que sous forme d'une charge imposée par l'État, mais dont il n'a jamais eu honte. Sa vie et ses interrogations n'ont jamais altéré son jugement sur la tâche qu'il devait accomplir. Il a toujours été persuadé d'être utile dans l'organisation judiciaire, jusqu'à la phase ultime. Dans cet ouvrage, j'ai découvert un homme qui méritait le respect pour ses services rendus à notre pays, même si la charge était perçue par l'opinion publique comme honteuse, selon certains, ou glorieuse, selon d'autres. Il n'a pas toujours été facile pour lui d'exécuter ce qu'on attendait de lui, notamment dans les exécutions de femmes, où il explique qu'il aurait préféré une autre issue fatale pour eux, une sorte de fin moins traumatisante, sans jamais toutefois remettre en cause leur condamnation. Contrairement à d'autres personnes, il ne se permettait pas de juger, mais d'exécuter. Il donne avec amertume le dégoût qu'avait un célèbre avocat sur son métier. En effet, Robert Badinter, lors des exécutions de Buffet et Bontemps, s'est permis de le juger avec mépris. Lui qui pourtant n'était le bras d'une justice bien contente de trouver des hommes capables d'effectuer cette besogne. Jusqu'à ce jour de 1981 où la loi a décidé d'éliminer le châtiment suprême de son organisation judiciaire. Il faut savoir qu'à l'époque, le métier de bourreau était assez particulier, parce que ce n'était pas un métier, c'était une charge qui se transmettait de père en fils, sauf pour André Obrecht, qui était le neveu d'Anatole Debler, l'ancien exécuteur, qui lui a quand même guillotiné 400 personnes, dont le fameux Landru. Alors naturellement, tout à l'heure, j'ai parlé de Robert Badinter, qui a eu un mot vis-à-vis d'André Obrecht, ça ne regarde que lui. Nous ne sommes pas là pour juger les gens, nous sommes là pour comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Robert Badinter précisait dans son ouvrage « Je ne supporterai jamais une justice qui tue ». Une fois nommé garde des Sceaux, sous la première présidence de François Mitterrand, il a réclamé au nom du gouvernement l'abolition de la peine de mort, promesse faite par le candidat lors de sa campagne. Une fois abolie, la peine de mort devenait un châtiment du passé, remplacé par la prison à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté dans certains cas uniquement. Le métier de bourreau n'avait plus de raison d'être. Toutefois, à certaines époques, les hommes politiques ont souvent critiqué cette abolition. Pour mettre un terme à ce flou et empêcher cette remise en application, le président Jacques Chirac a décidé de l'inclure dans l'une de ses révisions constitutionnelles. Cet acte rendra quasi impossible le retour en arrière. Désormais, si une personne veut rétablir la peine de mort, il faut qu'elle réunisse à nouveau le Congrès à Versailles et en modifier
une nouvelle fois la Constitution. Le général de Gaulle a eu deux particularités. Le général de Gaulle, une fois, n'a pas utilisé la guillotine. Ah, ça n'est arrivé qu'une fois. Et c'était pour un cas bien particulier. L'attentat du Petit Clamart par le lieutenant-colonel Jean-Bastien Thierry. Exceptionnellement, le général de Gaulle considérait qu'il avait fait une faute. Il s'est attaqué au chef de l'État. Pour ça, il ne pouvait pas accorder sa grâce. C'était impossible. Sinon, ça allait à l'encontre de toute la politique qu'il avait menée. Toutefois, il lui a fait un cadeau. Il lui a autorisé à être fusillé, comme un militaire. C'est le seul cadeau qu'il lui a fait. Marqué en Chine, c'est pas mieux. En Chine, c'est une balle dans la nuque et on envoie la facture à la famille. Avant de considérer le meurtre du point de vue des criminels eux-mêmes, ou de ceux qui sont chargés de les arrêter, de les juger, de les punir, commençons par faire un retour sur nous, le public. Le meurtre nous révolte à juste titre, mais en même temps, il nous a toujours fascinés. Il n'y a pas eu de siècle ou de récits détaillés, et nombreux retraçant la vie banale ou monstrueuse et la mort souvent infamante des grands criminels, qui n'aient pas suscité la curiosité du grand public. Autrefois, dès lors, des foules importantes se pressaient aux portes des prisons, les jours d'exécution. Aujourd'hui encore, elles s'attroupent lorsqu'un assassin présumé dissimulant son visage est amené au tribunal. Dans les affaires criminelles, vous avez par exemple aussi Sherlock Holmes, vous en avez tous entendu parler, le célèbre détective britannique. Il a été inventé par un écrivain qui s'appelait Sir Conan Arthur Doyle. Voilà, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Londres, la maison... Il est pratiquement impossible de commettre un meurtre sans laisser de traces. Les experts en médecine légale parlent d'indices de contact. Un examen au microscope révélera par exemple la présence de fibres de tissus inattendus. De même, les empreintes de doigts, de chaussures, les taches de sang, de sueur ou de sperme, etc. pourront être identifiées après des analyses exhaustives effectuées sur les échantillons prélevés sur les lieux du crime. J'ai parlé de l'affaire Véronique Courgeot. Mettez-vous à la place de cette dame. Quoi qu'elle ait faite, naturellement, elle a étouffé ses enfants et elle les a congelés. Bien sûr. Les médecins sont unanimes. Elle ne s'est jamais rendue compte de ce qu'elle avait fait. Aujourd'hui encore, alors qu'elle est libre, elle ne s'en rend toujours pas compte. Que va-t-il se passer si un jour cette dame prend conscience de ce qu'elle a fait? Ça viendra. Comment va-t-elle le vivre? Non seulement elle a pu ses enfants, mais c'est elle-même qui les a tués. Il y a des spécialistes, dont naturellement un médecin suisse a parlé du déni de grossesse. Les gens n'avaient jamais entendu parler de ça. C'est un nouveau mot. Alors vous avez dit que ça s'appelle les tueurs de masse et les tueurs en série. On a toujours tendance à confondre les deux. Alors, tueurs en série. Les tueurs en série sont ce qu'on appelle les personnes les plus dangereuses. Parce qu'ils vont commettre un meurtre, bien souvent sous le même mode opératoire à chaque fois. Ils vont le faire de mieux en mieux. Ils vont s'appliquer. Oui, s'améliorer, peaufiner. Ils vont devenir de plus en plus difficiles à capturer. Sauf si jamais on arrive à frapper leur ego et les pousser à la faute. C'est ce que les policiers arrivent de temps en temps à faire. Les forcer à commettre une erreur. L'autre type, c'est ce qu'on appelle les tueurs de masse. Les tueurs de masse, ce sont des gens qui vont faire qu'un seul méfait la plupart du temps, mais qui vont tuer un nombre de personnes incroyable. On a assisté dans les attentats du 11 septembre, par exemple. C'est ce qu'on appelle des tueurs de masse. Voilà. Le tueur en série le plus célèbre est Henri Lucas. Henri Lucas est très amusant. C'est une personne que le shérif a interrogée du comté au sujet d'une de ses voisines qui avait disparu depuis la semaine dernière. On n'avait pas de nouvelles. Henri Lucas répond au shérif, non, bon, on ne se côtoyait pas. Le shérif lui dit, excusez-moi de vous avoir dérangé, il le raccompagne. Henri Lucas, avant de partir, il dit, moi je ne sais rien sur cette personne-là. Par contre, ça vous intéresserait peut-être de retrouver les 140 cadavres que j'ai enterrés?
le shérif, un peu étonné, justement, ce que c'est que cette histoire. Et Henri Lucas, qui en avait ras-le-bol, qu'on ne l'avait jamais trouvé, se met à table et commence à livrer point par point toutes les personnes qu'il a tuées avec les dates précises et les endroits où ils ont été enterrés. Et le shérif et son équipe sont allés sur les lieux et à chaque fois ont découvert le cadavre, ou du moins ce qu'il en restait, à l'endroit où il l'avait indiqué. Vous avez aussi un Allemand, Albert Fisch. Albert Fisch, quand vous regardez sa photo, c'est Einstein. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Einstein. Ce n'est pas lui. Il s'appelle bien Albert Fisch. Lui, il avait une particularité. Il était attiré aussi bien par les petites filles que par les petits garçons. Il a commis 300 forfaits. Donc, naturellement, bon, coup classique, il les violait, il les étranglait, il les égorgeait, il les éventrait. Ça, je veux dire, c'était classique. La petite particularité, c'est qu'après, il les mangeait. C'est mignon. Vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y avait pas un meurtrier, mais des meurtriers, pas un mode opératoire, des modes opératoires. Déjà, je ne donne jamais d'opinion, pour commencer, même quand, si vous allez sur mon site internet ou que vous voyez dans mes ouvrages, je n'ai jamais d'opinion. Je me borne simplement à expliquer les faits. C'est à vous, lecteurs, de vous forger votre opinion. Je ne suis pas là pour vous influencer. Je vous livre les faits. C'est tout. Enfin, et pour terminer, un exemple d'erreur judiciaire, celle de Cornelius Dupré, innocenté en 2011, grâce à des analyses d'ADN, après 30 ans passés derrière les barreaux pour un viol qu'il n'avait pas commis. Aucune comparaison, naturellement, avec l'affaire Christian Ranucci du premier volume, car n'oublions pas qu'au regard de la justice, il est toujours coupable. Malgré les diverses demandes de réhabilitation et les écrits qui en ont été faits. Il me reste naturellement à vous remercier pour votre écoute, déjà, et puis pour vous dire que je suis là pour répondre à vos éventuelles questions, s'il y en a qui effectivement vous suscitent. Je vous ai apporté les 2 ouvrages, modestes ouvrages que j'ai écrits. Donc ça, c'était le volume 1 en 2009, les grandes affaires criminelles. Alors comment ça se présente? Un petit peu comme la plupart des livres que vous trouvez dans le commerce, sauf que là, c'est de l'autopublication. Moi, j'ai une petite différence. Par exemple, à chaque fois, j'essaie de mettre des affaires connues et des affaires un peu moins connues. C'est ça la différence. Par exemple, dans le volume 1, vous trouverez l'affaire de Jean-Laurent Olivier, qui a été guillotiné à Amiens. Eh oui. Vous trouverez l'affaire que je viens d'évoquer d'Albert Fisch. Le meurtre du petit Valentin. Vous vous souvenez, ce jeune garçon qui revenait en vélo, qui a été assassiné de 17 coups de couteau par 2 SDF, des marginaux, on peut appeler ça. Dans le volume 2, il est différent, c'est celui qui est sorti il y a 8 jours, maintenant. Et là, c'est plus tellement mon livre. Pourquoi? Parce que les internautes y ont participé, je leur ai demandé des idées. Alors les internautes m'ont dit, sur votre site, il y a des points de mire. Nous, ça nous intéresse, les points de mire. On voudrait en savoir plus. Donc on a fait le même schéma. Vous avez l'affaire Véronique Courgeot, vous avez Thierry Dagouglou, celui qui a assassiné la jeune fille dans le RER, qui a été jugé récemment. On m'a demandé de retraiter de l'affaire de Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé de John Fitzgerald Kennedy, présumé puisque vous savez qu'il a été assassiné. Pour faire la comparaison, j'ai fait l'affaire Paul Gorgulov. Eh oui, chez nous, on a eu un président qui a été assassiné. Le président Paul Doumer, en 1932, par Paul Gorgulov. Donc, j'ai fait une affaire américaine, j'ai voulu faire une affaire française, pour établir l'équilibre. Vous avez Mark Chapman, qui a assassiné John Lennon. Il a fait une dernière demande de réhabilitation il y a 6 mois, qui a été refusée. Le juge lui a simplement dit, si un jour vous sortez de prison
et du moins pas sous ma législature. Je vous conseille, la prochaine fois que vous avez envie de tuer, d'éviter de tuer une légende. C'est le genre de personne qu'il ne faut pas tuer. Ah, il a peut-être choisi la mauvaise personne. Et puis là, ce qui est nouveau, c'est ce que les gens m'ont demandé, pourquoi pas, c'est les points de mire. Donc là, vous avez l'histoire d'Alphonse Bertillon, celui qui a inventé les empreintes digitales, qui est à l'origine de tous les progrès de la science de nos jours, avec récemment l'ADN. Vous avez l'histoire du 36 quai des Orfèvres. 36 quai des Orfèvres. Bon, pourquoi on appelle les flics les poulets? Le quai des Orfèvres a été construit sur un ancien marché aux poulets. Donc les nouveaux locataires du quai des Orfèvres, on les a simplement appelés les poulets. Mais c'est resté. Vous savez que le 36 quai des Orfèvres va disparaître. Oui, ils vont déménager, ils vont aller dans des locaux plus modernes. Mais le 36 restera mythique, de toute manière. Et il y a des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder parce que c'est pas possible. C'est ingérable. L'histoire du FBI. Ceux que ça intéresse, je vous en toucherai quelques mots. Le GIGN. Une petite annonce entre parenthèses sur le GIGN. Mercredi, dans les salles de cinéma à Amiens, sort le film L'Assaut, qui retrace ce qui s'est passé le week-end du 20 au 24 décembre 1994, où le GIGN a été obligé de donner l'assaut sur un avion qui était pris en otage. Le film sort mercredi. Donc, le volume 3 qui est en préparation, il y a forcément cette affaire-là, et puis un petit hommage au film L'Assaut. Les distributeurs de cinéma ont eu la gentillesse de me donner les codes d'accès et les droits qui peuvent me permettre de reproduire leurs affiches et de mettre quelques photos. Et je les remercie d'ailleurs au passage, je sais qu'ils ne sont pas là, parce que ce sont des Parisiens, ils ne vont pas venir à Amiens. Mais c'est gentil, notamment la distribution, Gaumont, Pathé, pour en citer quelques-uns. Vous avez MK2 aussi, qui a bien participé. MK2 m'ont envoyé toute la documentation sur le terroriste Carlos. Donc c'est des gens qui leur parlent, parce que c'est des photos de tournage. C'est des photos qui sont très lourdes, qui font entre 4 et 5 mégas la photo. Vous savez que quand vous les avez, vous êtes content quand même. C'est gentil. Surtout qu'il rien ne les oblige. Des choses moins connues, comme le GSPR. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que le GSPR? C'est le groupe de sécurité du président de la République. Simplement. Groupe de sécurité présidence de la République. Donc ce sont des gens qui sont attachés à la gendarmerie et affectés exclusivement à la protection du chef de l'État. C'est François Mitterrand qui a inventé ce groupement. Vous avez le RAID? Un petit peu plus connu, le RAID. Est-ce qu'il y en a qui savent la signification du RAID? Alors c'est pareil que le GIGN. Le GIGN avait un groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN. La police nationale n'en avait pas. Donc ils ont créé le RAID. Recherche, assistance, intervention, dissuasion. Il y a des petites fiches sur le terrorisme qui expliquent en 2 mots en quoi que constitue le terrorisme, parce que ça reste un crime. Que ce soit au nom d'une idéologie ou n'importe, c'est un crime. Sherlock Holmes qu'on a évoqué tout à l'heure. Pour ceux que ça intéresse énormément, là vous avez 130 pages. Les exécuteurs des hautes œuvres, donc les bourreaux. Du premier bourreau, qui était la famille Sanson, jusqu'au dernier, qui était chevalier. Ah, oui, monsieur. Oui, il a fait une exécution. Vous avez les origines de la guillotine. Alors, autant vous dire, autant que vous sachiez, Joseph Ignace Guillotin n'est pas mort guillotiné. Non. Non, il est mort dans son lieu, tout à fait normalement de vieillesse. Des fois qu'il a voulu expérimenter. Non, mais les gens ont toujours cru qu'il avait été guillotiné par sa propre machine. Non, il est mort de vieillesse, tout simplement. C'était un médecin à l'origine. Voilà, vous avez des petites anecdotes sur les exécutions qui sont pas mal. Âme sensible de s'abstenir, naturellement. Vous avez les différents types d'exécutions dans le monde.
Donc là, ça résume la pendaison, la lapidation, ça résume tout ce qui peut exister. C'est vrai que l'être humain a toujours fait preuve de beaucoup d'imagination. Vous avez le dossier sur l'abolition de la peine de mort. Donc comment ça a été fait, comment a été présenté le texte, qui ont été les auteurs, vous avez tout en résumé. Vous avez les dernières paroles des condamnés, il y en a qui sont amusantes. Vous avez la peine de mort aux États-Unis et la peine de mort en France avant 1981, naturellement. En deux mots, on peut vous parler effectivement du FBI, Federal Bureau of Investigation, qu'on peut traduire en français par Bureau fédéral des investigations ou des enquêtes. Alors, ça a été créé en 1909, donc vous voyez, ça remonte quand même, ça commence à remonter. Ben, simplement parce que les criminels, là-bas, vous savez qu'aux États-Unis, chaque État a sa police. Un criminel va passer la frontière, aller dans un autre État, tout est poursuivi. Donc les États-Unis ont eu l'idée de créer ce qui s'appelait le FBI. Donc le FBI intervient sur la totalité du territoire. Lorsqu'une affaire, justement, quelqu'un qui se faufile à travers les États donne du fil à retordre, on confie l'affaire au FBI. Ils n'ont aucun domaine de compétence. Ils peuvent s'occuper de tout. Absolument tout. Et une de mes séries fétiches, dont j'en parle dans le deuxième volume, c'est Esprit criminel. Alors pour terminer, je vous dis, là, il y a les deux livres que je vous ai fait voir. Vous avez la possibilité de le commander directement sur le site. Donc vous avez un raccourci qui vous emmène sur le site lulu.com.